Le document a atterri sur mon bureau avec un bruit sourd et lourd. Je n'ai pas sursauté. Je n'ai même pas levé les yeux tout de suite. J'ai juste fixé les lettres noires et grasses en haut de la page. Avis de résiliation de Bale. Mon frère, Thomas, me dominait de toute sa hauteur, lissant les revers d'un costume qui avait l'air cher mais qui lui allait mal. À côté de lui, sa femme, Sandrine, réorganisait déjà mentalement mes meubles. Thomas a pris la parole avec l'assurance imméritée d'un homme qui n'a jamais eu à affronter la moindre conséquence réelle. Il a dit « En tant que fils aîné et nouveau tuteur légal de maman, j'ai décidé de liquider cet actif. Tu as 1 semaine pour libérer la maison de maman, Élodie. Nous avons besoin de capital. » J'ai regardé le papier, puis je l'ai regardé. Lui, je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai juste plié la vie calmement. Avant de plonger plus profondément dans cette trahison, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. 5 ans. 60 mois. C'est la durée exacte de la peine que j'ai purgée dans la prison que ma mère a construite. Quand papa est mort, il n'a pas seulement laissé un vide dans le salon. Il a laissé un cratère dans le compte en banque. Maman n'a pas géré son deuil avec une thérapie ou des dîners de famille. Elle l'a géré avec des machines à sous et des jeux à gratter. Au début, c'était juste pour se distraire, un loto le mardi soir. Mais le deuil est un monstre affamé. Et bientôt, elle le nourrissait avec les mensualités du crédit immobilier. Je l'ai découvert 3 mois après les funérailles. L'avis de saisie immobilière était caché sous une pile de factures d'électricité impayées. J'avais 21 ans, je venais de décrocher un job de graphiste débutant et je mangeais des nouilles instantanées pour économiser pour un avenir qui venait de s'évaporer. Thomas n'était pas là. Il était à l'autre bout du pays, à Lyon, en train de construire sa marque personnelle d'entrepreneur visionnaire sur les réseaux sociaux. Il postait des photos de coupes de champagne et de voitures de location de luxe pendant que je décidais quelle lumière éteindre pour réduire la facture EDF. Je suis intervenue. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais une sainte. Je l'ai fait parce que j'étais la seule encore debout au milieu des décombres. Je suis devenue l'investisseur silencieux de l'entreprise Maintenir Patricia en vie. 3 000 € par mois. C'était le prix de l'abonnement à la dignité de ma mère. J'ai payé le crédit. J'ai payé les arriérés. J'ai remboursé les cartes de crédit qu'elle avait plafonnées au casino. Et le pire, je l'ai laissé mentir à ce sujet. Elle disait à Thomas qu'elle gérait très bien, que papa avait laissé un petit pécule secret. Elle avait besoin d'être la mère parfaite à ses yeux, et j'avais besoin d'être le filet de sécurité invisible. Je me suis souvent demandé pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi je n'avais pas simplement fait mes valises pour la laisser face aux conséquences de sa propre addiction. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était par amour. Mais l'amour ne ressemble pas à une pierre lourde dans l'estomac chaque fois que le téléphone sonne. Ce n'était pas de l'amour, c'était la chaîne invisible du survivant. Quand un navire coule, ceux qui montent les premiers dans les canaux de sauvetage ressentent une culpabilité particulière envers ceux qui restent à l'eau. Mais dans notre famille, Thomas a pris le seul canot. Il a ramé vers sa nouvelle vie, me laissant faire du surplace avec maman accrochée à mon cou. Je suis restée parce que je me sentais coupable d'exister, coupable d'être celle qui était capable, coupable de ne pas être le fils prodige qu'elle voulait. J'ai payé ses dettes comme une forme d'excuse pour ne pas être lui. Je pensais que si je payais assez, si je me sacrifiais assez, je finirais par acheter ma liberté. J'ai traité ma propre vie comme un actif toxique que j'essayais de réhabiliter. Je regardais Thomas maintenant, ajustant ses boutons de manchette hors de prix, complètement inconscient que tout son héritage était une fiction que j'avais financée. Il pensait expulser une locataire. Il ne réalisait pas qu'il essayait de virer le PDG de la survie de sa propre famille. Il voyait une sœur logée à l'œil. Moi, je voyais un grand livre de contes dégoulinant d'encre rouge que j'étais la seule à avoir essayé de nettoyer. « Tu es bien silencieuse », a dit Sandrine, sa voix dégoulinant de cette fausse inquiétude qu'elle avait perfectionnée pour ses followers. « Je sais que c'est dur, mais il faut être pragmatique. Maman a besoin d'une gestion financière professionnelle. » J'ai failli rire. Ça aurait été un son froid et tranchant. Une gestion professionnelle. Je gérais ce désastre pendant qu'ils achetaient des followers. « Tu as raison, » ai-je dit, ma voix stable, dépourvue du tremblement qu'elle espérait. Pragmatique. C'est exactement ce qu'il faut être. La semaine précédant la date limite d'expulsion n'a pas été une période d'attente. C'était une campagne de relations publiques et j'étais la cible démographique. Il ne voulait pas seulement ma chambre, il voulait ma réputation. Ça a commencé subtilement, comme la moisissure dans un mur, silencieux, puis structurel. J'étais dans la cuisine, en train de faire un café dont je n'avais pas envie, quand l'iPad de maman s'est allumé sur le comptoir. C'était une notification du groupe WhatsApp Cercle Familial Martin, un groupe que j'avais mis en sourdine il y a 3 ans pour ma santé mentale. L'aperçu du message venait de Sandrine.
On pouvait lire. C'est tellement déchirant quand on doit jouer le mauvais rôle juste pour protéger nos aînés. On essaie juste de s'assurer que les actifs de maman ne soient plus siphonnés. J'ai déverrouillé l'écran. Je n'aurais pas dû, mais la curiosité morbide est une drogue puissante. Sandrine avait posté un long paragraphe sinueux sur la décision difficile de réduire le train de vie de maman parce que certains membres de la famille vivaient sans payer de loyer et épuisaient les économies de Patricia. C'était un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Elle ne me nommait pas, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Les tantes et les cousines répondaient déjà avec des émojis de prière et des visages en colère. « Pauvre Patricia », a écrit tante Chantal. « Elle mérite la paix, pas des sanctions. » J'ai levé les yeux. Maman était assise à la table de la salle à manger, fixant son propre téléphone. Elle voyait les messages. Elle les voyait peindre sa fille, celle qui payait son insuline, son chauffage et son toit, comme un parasite. J'ai attendu. J'ai attendu qu'elle tape une correction. J'ai attendu qu'elle dise. En fait, c'est Élodie qui paye les factures. Elle n'a rien tapé. Elle a juste soupiré, un son de victime performative, et a balayé l'écran. Ce silence a été le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu. Il confirmait tout. Elle n'était pas seulement une addicte, elle était complice. Elle était prête à laisser détruire mon nom si cela signifiait garder Thomas, l'enfant roi, de son côté. J'ai posé l'iPad, je ne l'ai pas confronté. Se disputer contre un scénario déjà écrit est une perte d'énergie. Au lieu de ça, je suis montée faire mes valises. C'est là que j'ai entendu Thomas sur le balcon. Il faisait les 100 pas, la voix basse et urgente, le ton d'un homme essayant de conclure une affaire avant que l'autre ne sente l'odeur du désespoir. « Ouais, la valeur nette est solide, » disait-il. « La maison vaut facilement 650 000 € dans ce marché. Je peux signer les papiers du pré-relais aujourd'hui. Je suis le tuteur légal, j'ai procuration. Faites juste le virement de 50 000 sur le compte pro. » Je me suis figée. Il ne vendait pas seulement la maison, il l'hypothéquait avant même d'avoir les clés. Un pré-relais. Il empruntait de l'argent contre un actif qu'il ne possédait pas pour couvrir des dettes dans lesquelles il se noyait déjà. Il comptait des œufs qui étaient en fait des grenades dégoupillées. Une sœur normale serait sortie. Une sœur normale l'aurait prévenu. « Thomas, tu ne peux pas emprunter sur une maison dont tu n'as pas l'acte de propriété. C'est de la fraude. » Mais je n'étais plus une sœur normale. J'étais un passif qu'il essayait d'effacer. S'il voulait signer un contrat basé sur un mensonge, qui étais-je pour l'en empêcher? Je suis retournée dans ma chambre et j'ai sorti mes valises. Je n'emballais pas seulement des vêtements, j'emballais des preuves. Chaque reçu, chaque virement bancaire, chaque SMS de maman suppliant pour du liquide. Je n'ai pas interrompu son appel. Je l'ai laissé parler, je l'ai laissé creuser. Le trou qu'il creusait était profond, sombre et parfaitement dimensionné pour son ego. Je n'ai pas gaspillé d'énergie dans une confrontation. La confrontation implique qu'il y a encore quelque chose à négocier, quelque chose à sauver. Il n'y avait rien, il n'y avait que la liquidation. J'ai traité les 48 heures suivantes, non pas comme une tragédie familiale, mais comme une mission de récupération d'actifs d'entreprise. J'ai appelé les déménageurs. Pas les gars bon marché avec une camionnette déglinguée, mais un service gants blancs habitué à manipuler des œuvres d'art et de l'électronique fragile. Quand ils sont arrivés, je ne leur ai pas dit que j'étais expulsée. Je leur ai dit que je délocalisais mes actifs. Thomas regardait depuis l'encadrement de la porte, appuyé contre le cadre avec une bière à la main, l'air d'un homme qui venait de conquérir un royaume. « Content de voir que tu es raisonnable, Hello », a-t-il dit, utilisant le surnom que je ne l'avais pas laissé utiliser depuis qu'il avait volé mon fonds d'études pour une start-up qui n'a jamais démarré. C'est mieux comme ça. Pas de drame. Juste une rupture nette. Nette, ai-je répété. Exactement. Il n'a pas remarqué que les déménageurs n'emballaient pas seulement mes vêtements. Il n'a pas enregistré qu'ils démontaient la télévision OLED de 215 cm du mur du salon. Il était trop occupé à envoyer des SMS à Sandrine à propos des couleurs de peinture pour les voir emballer le canapé d'angle en cuir italien sous plastique de protection. Il n'a pas bronché quand ils ont débranché le frigo connecté, celui que j'avais acheté il y a 3 mois quand le vieux a lâché, et l'ont roulé vers le camion. Pour lui, ce n'était que des objets. C'était le bruit de fond de la maison à laquelle il se sentait droit. Il supposait qu'il venait avec les murs, comme la moisissure ou le papier peint. Il ne comprenait pas que dans mon grand livre, c'était des lignes comptables, c'était des dépenses d'investissement, et je ne laissais pas mon capital derrière moi. J'ai traversé la maison avec un presse-papier, cochant les articles, le thermostat Nest, à moi, emballé, les rideaux en soie sur mesure de la chambre principale qui protégeaient le visage de maman du soleil matinal, à moi, emballé. J'ai même fait dévisser aux déménageurs les ampoules connectées des spots encastrés. Maman était assise dans son fauteuil, le seul meuble que j'ai laissé dans le salon parce qu'il était techniquement à elle,
achetée avec l'argent de l'assurance vie de papa il y a des années. Elle regardait la maison se faire dépouiller jusqu'à l'os autour d'elle. Elle paraissait petite, diminuée, comme un oiseau dont on démontait la cage barreau par barreau. « Élodie » a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. « Tu prends les rideaux ? Je les ai payés, maman, ai-je dit. Ma voix n'était pas en colère. Elle était clinique. Tu as besoin de la maison. Tu n'as pas dit que tu avais besoin de l'habillage des fenêtres. Elle a regardé Thomas, attendant qu'il intervienne, qu'il arrête le pillage de son confort. Mais Thomas était sur la terrasse, discutant bruyamment de taux d'intérêt au téléphone. Il était tellement concentré sur les millions imaginaires qu'il allait gagner, qu'il ne voyait pas la réalité de son héritage être chargé dans un camion, carton par carton. Je suis allé dans mon bureau, maintenant juste un carré de parquet vide, et j'ai passé l'appel. « Maître Dumont », ai-je dit quand mon avocat a répondu. « C'est fait. Les actifs sont sécurisés. Nous sommes prêts pour la passation. »« Et l'acte » a-t-il demandé. « Dans mon sac, ai-je dit. Avec l'échéancier de la dette. Préparez les papiers pour la signature demain. Je veux que le transfert de responsabilité soit absolu. » J'ai raccroché. La maison résonnait maintenant. Elle sonnait creux, comme un tambour. Elle sentait la poussière et le départ. Thomas est rentré, regardant le salon vide en fronçant les sourcils. « Ça a l'air ? » ?»« Grand, » a-t-il dit, essayant de tourner le vide en positif. « Spacieux. Les acheteurs aiment les toiles vierges. »« Idéalement, » ai-je dit. « C'est tout à toi, Thomas, chaque centimètre carré. » Le lendemain matin, l'agent immobilier est arrivé. Elle s'appelait Isabelle, et elle portait un blazer qui criait commission à la signature. Elle est sortie de sa Lexus, protégeant ses yeux du soleil, prête à évaluer la maison bourgeoise que Thomas lui avait promise comme un bijou clé en main. J'étais assise sur la seule chose qui restait dans la maison, une chaise de camping pliante au centre du salon. Mon ordinateur portable était en équilibre sur mes genoux. Je ne travaillais pas. J'attendais. Thomas a ouvert la porte d'entrée avec emphase, faisant entrer Isabelle et Sandrine. « Comme vous pouvez le voir », a-t-il commencé, sa voix résonnant avec la bravade d'un vendeur. « L'agencement est ouvert, finition moderne, haut de gamme. » Il s'est arrêté. Les mots sont morts dans sa gorge. Ils n'entraient pas dans une maison. Ils entraient dans un entrepôt. Sans les tapis persans, le sol résonnait comme un gymnase. Sans les œuvres d'art, les murs étaient marqués de trous de clous. Sans le système d'éclairage intelligent que j'avais installé, la pièce était sombre, éclairée seulement par la lumière crue, et non filtrée passant par les fenêtres nues. J'avais retiré les plaques des interrupteurs. J'avais retiré les poignées des placards. C'était un squelette. Le sourire d'Isabelle a vacillé. Elle a regardé les fils apparents là où se trouvait le thermostat. Elle a regardé les zones de peinture plus foncées, là où la télé géante était accrochée. « Je croyais que vous aviez dit que c'était meublé », a-t-elle dit, son ton se refroidissant instantanément. « C'est un chantier de rénovation. Je vais devoir ajuster le prix de vente de manière significative. »« Ce n'est pas un chantier !» a craqué Thomas, son calme se fissurant. Il s'est retourné, les yeux fous, cherchant le luxe qu'il se sentait en droit de vendre. Il m'a regardé. « Où est-ce ? Où sont les biens de maman ?»« Les biens de maman ?» ai-je demandé, la voix plate. « Maman n'a pas de biens, Thomas. Maman a un fauteuil. Il est juste là. » J'ai pointé le fauteuil inclinable beige dans le coin, qui avait l'air triste et solitaire contre le mur blanc. « Ne joue pas à ça avec moi », a-t-il sifflé en s'approchant. Sandrine était déjà sur son téléphone, essayant probablement de calculer combien de valeurs venaient de franchir la porte dans un camion de déménagement. « Tu as volé l'électroménager. Tu as volé l'électronique. Ça constitue un vol d'héritage. Je peux te faire arrêter tout de suite. »« Appelle-les, » ai-je dit. « Je n'ai pas bronché. Appelle la police. Dis-leur que ta sœur a déménagé son propre grille-pain. Ce n'est pas à toi, » a-t-il crié, les veines de son cou saillant. « Tu payais un loyer. Ça fait de toi une locataire. L'ameublement appartient au propriétaire. » Je me suis levée à ce moment-là. J'ai plié calmement la chaise de camping, l'appuyant contre ma jambe. « Tu as raison sur un point, Thomas. L'ameublement appartient généralement au propriétaire. » J'ai plongé la main dans mon sac. Je n'ai pas sorti un reçu. Je n'ai pas sorti une défense. J'ai sorti une chemise bleue. Elle était épaisse, lourde du poids de 2 ans de silence. « Tu as été tellement occupé à jouer au patriarche, » ai-je dit en entrant dans son espace personnel, « que tu n'as jamais pris la peine de vérifier le cadastre. » Je lui ai tendu le dossier. Il l'a pris par réflexe, les mains tremblantes de rage. Il l'a ouvert, s'attendant à voir un bail ou une facture. Au lieu de cela, il a vu un acte. Un titre de propriété, tamponné, notarié et enregistré il y a 2 ans. « Lis la ligne sous propriétaire », ai-je dit. Il l'a lu. Ses lèvres ont bougé silencieusement. « Élodie Martin, propriétaire unique. Je n'ai pas seulement payé les arriérés, Thomas.
ai-je expliqué, regardant le sang se vider de son visage. Quand la banque a lancé la procédure de saisie il y a 2 ans, j'ai racheté la dette, j'ai racheté la maison. Maman n'est pas la propriétaire, c'est une invitée. Et toi, tu es un intrus. Sandrine lui a arraché le papier des mains. Elle l'a scanné, ses yeux s'écarquillant alors que le calcul la frappait. Pas d'actifs, pas de vente, pas de prêt-relais. C'est de la fraude, a-t-elle bégayé, s'accrochant à n'importe quoi. Tu nous as laissé croire. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire, l'ai-je coupé. Vous vouliez croire que j'étais une servante payant son tribut. Vous n'avez jamais demandé si j'étais la reine du château. Thomas avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Son récit s'effondrait. Il n'était pas le sauveur intervenant pour gérer la fortune familiale. Il était un imbécile debout dans la maison de sa sœur. Mais je n'avais pas fini. J'avais un autre document. Puisque tu étais si impatient de te déclarer tuteur légal et financier de maman pour obtenir ce prêt, ai-je dit en sortant un 2e classeur, plus épais, j'ai une bonne nouvelle. C'est toi le patron maintenant. J'ai laissé tomber le classeur dans ses bras. Il était lourd. C'est ça, l'héritage que tu cherchais, ai-je dit. Maman n'a pas seulement perdu l'argent de papa. Elle a perdu de l'argent qu'elle n'avait pas. Ce classeur contient 150 000 € de dettes de jeu, de crédits à la consommation et d'impôts impayés. Je tiens les créanciers à distance depuis 3 ans, en utilisant ma solvabilité et cette maison comme bouclier. Thomas fixait le classeur comme si c'était une bombe. J'ai retiré le bouclier, ai-je dit doucement. La maison est à moi. Les dettes? Elles appartiennent à Patricia, et puisque tu viens de signer une déclaration notariée de tutelle financière complète pour obtenir ton prêt professionnel. Félicitations, Thomas. Elles t'appartiennent. Je l'ai regardé s'effriter. Ce n'était pas une rupture soudaine. C'était une défaillance structurelle. J'ai réalisé alors que son arrogance, son harcèlement, son besoin de me dominer, ce n'était pas de la force. C'était l'illusion de pouvoir d'un portefeuille vide. Il avait construit toute son identité sur le fait d'être le frère riche et prospère, alors que j'étais la sœur en galère. Il avait besoin que je sois en dessous de lui pour se sentir grand. Maintenant, le miroir était brisé. Il n'était pas un magnat. Il était un homme avec une valeur nette, négative, tenant un classeur rempli de ruines. Il a regardé Sandrine, mais elle reculait, le calcul dans ses yeux passant du profit au divorce. « Tu ne peux pas faire ça, il chuchotait. C'était une supplique, pas une menace. Je ne peux pas payer ça. Je sais, ai-je dit. Je le paye depuis 5 ans. Ça coûte cher d'être le chef de famille, n'est-ce pas? J'ai ramassé ma sacoche d'ordinateur. La pièce était silencieuse, sauf pour le bourdonnement du réfrigérateur que je laissais derrière moi. Pas par gentillesse, mais parce qu'il était trop lourd à déplacer. Vous avez jusqu'à 10 à 7 heures pour quitter ma propriété, ai-je dit en regardant ma montre. Mon agent immobilier sera là à 10 à 7 heures une pour changer les serrures. N'oubliez pas votre fauteuil. Je ne suis pas restée pour voir les retombées. Je n'étais pas intéressée par le rappel. Thomas se tenait au centre de la pièce, roi de absolument rien, tenant un crédit qu'il ne pouvait pas honorer et un grand livre de dettes qu'il ne pouvait pas fuir. Patricia sanglotait dans ses mains, réalisant enfin qu'elle avait échangé une fille solvable contre un fils en faillite. Je n'ai pas offert de mouchoirs. Je n'ai pas offert de câlins. Ma compassion avait été un luxe sur lequel ils avaient été à découvert pendant des années. Et le compte était enfin clôturé. Je suis sortie par la porte d'entrée, et je l'ai tiré derrière moi. Le clic du loquet a été le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Ça sonnait comme un marteau de juge qui s'abat. Ça sonnait comme la porte d'un coffre-fort qui se verrouille. J'ai marché jusqu'à ma voiture, le bitume irradiant de chaleur, et je me suis installée au volant. Je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert ma liste de contacts. Thomas. Bloqué. Sandrine. Bloqué. J'ai fait défiler jusqu'à maman. Mon pouce a plané une fraction de seconde. J'ai pensé aux dettes de jeu. J'ai pensé au silence quand Sandrine a posté ses mensonges en ligne. J'ai pensé aux 5 années de ma vie que j'avais versées dans un trou noir de gratitude qui n'est jamais venu. Bloqué. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager. Il semblait plus léger. J'ai conduit. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je suis sortie du lotissement, passant devant les pelouses manucurées et les simulacres de réussite de banlieue. J'ai conduit vers la ville, vers la ligne d'horizon qui ressemblait à une opportunité au lieu d'une obligation. Pendant les 2 derniers mois, alors que Thomas complotait mon expulsion, j'avais arrêté de payer leurs factures. J'avais arrêté de couvrir le crédit. J'avais stocké ces 3 000 € par mois. Ces 6 000 € n'étaient pas juste du liquide, c'était des graines. Je me suis garée devant un immeuble en briques dans le quartier des artistes. Ce n'était pas un pavillon de banlieue. Ce n'était pas un domaine familial. C'était un loft commercial avec des fenêtres de 4 mètres de haut et des sols qui sentaient le vernis industriel. J'ai déverrouillé la porte,
ma porte, ma clé, mon bail. Je suis entrée. L'espace était vide, mais c'était un vide différent de la maison que je venais de quitter. Cette maison était un aspirateur, un endroit où l'énergie allait mourir. Cet espace était un poumon, attendant de se remplir d'air. C'était une toile vierge. C'était du potentiel. J'ai installé mon ordinateur sur une caisse que j'avais apportée. J'ai ouvert mon application bancaire. Les chiffres étaient noirs, pas rouges. J'avais ma solvabilité. J'avais ma santé mentale. Et pour la première fois en 5 ans, j'avais un avenir qui n'appartenait à personne d'autre. Les gens vous disent que la famille est un contrat inconditionnel. Ils vous disent que vous devez vous immoler par le feu pour les garder au chaud. Mais j'ai réalisé que les cendres ne gardent personne au chaud. Les cendres s'envolent juste au vent. J'ai dû devenir la méchante de leur histoire pour pouvoir être l'héroïne de la mienne. J'ai dû être la sœur froide et calculatrice qui a volé les rideaux et laissé la dette. Et debout là, dans le calme de ma nouvelle vie, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais solvable. Avez-vous déjà dû être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre juste pour survivre dans la vôtre? Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si vous croyez au pouvoir de partir, cliquez sur le bouton j'aime. Vous n'êtes pas seul.